Salut tout le monde! Je suis très content d'être ici ce soir avec vous pour la 12e table ronde virtuelle du Mondial de la bière. Cette fois-ci, je suis avec des brasseries très jeunes. Ça fait même pas une année qu'ils existent, qu'ils sont ouverts. Je suis très excité d'être avec vous. Je vais vous laisser la chance de vous introduire. On va commencer avec Alexandre. Salut, Alexandre Pombriand, brasseur cofondateur de chez Melon Brasserie à Montréal. Tout jeune brasserie, là, on a à peine 2 mois, puis on est très content d'arriver quand ça se calme un peu, toute cette pandémie. Ouais, on est situé dans la petite patrie à Montréal, tout près du métro Jean Talon, puis on fait des bières de soif, c'est notre créneau, puis c'est ce qu'on aime boire, ce qu'on aime brasser. Oui, c'est malade. Puis ils sont mes voisins. Ça m'excite Oui. toujours. J'étais tellement excité que je savais qu'il y avait une micro qui était plus proche de ma maison que d'autres. I was so excited. Bonne excuse pour quand tu promènes la poussette et les enfants, c'est ça? Hein? Tu me vois assez souvent, c'est vrai. Toujours intéressant, ça. Continue, Maxime. Tu es qui? Tu es où? Moi, je suis, dans le fond, cofondateur de la microbrasserie Jackala. On n'est pas encore ouvert. On va ouvrir le 30 juillet. Puis, moi, je suis un jeune brasseur qui a commencé à 19 ans. Puis, en ce moment, dans le fond, c'est ça. Je prends la microbrasserie pour avoir du fun, faire des bières que j'aime, puis faire des bières que le monde va aimer. Fait que je suis vraiment là pour le plaisir et pour l'aventure. C'est excitant, très excitant. Je vous suis depuis les débuts de vos naissances en réseaux sociaux. J'étais très excité de voir un nouveau micro qui s'ouvre à Québec. Jean-Michel. Yes. Donc, c'est ça. Nous autres, au Mutoïde, on est dans Hochelaga, collé sur le métro Préfontaine. Puis, on est vraiment un projet brewpub complètement. On a un petit système sur place, puis une petite salle juste en face du parc en sortant du métro Préfontaine. Et puis, c'est ça, on est ouvert depuis l'automne dernier, en 2020. Oui, c'est le micro le plus métal à Montréal, downtown Montreal, in the island of Montreal. I guess, ouais, probablement. On se gêne pas effectivement pour blaster la musique qu'on aime là dans le bar. Puis jusqu'à maintenant, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui embarquent avec nous dans l'idée, dans le projet. Puis on est vraiment contents. Puis c'est vraiment l'essence du projet, dans le fond. Là. Très content. On va commencer avec ta bière. Fait que présente-nous ta bière. On va tous se servir de cette belle bière. C'est quoi qu'on va boire? C'est quoi qu'on goûte en premier? Yes, Messa. C'est Pilsner italienne. Pilsner italienne, pourquoi? Ben, c'était surtout pour faire référence à la façon dont j'ai approché cette bière-là, qui vient principalement d'une brasserie italienne qui s'appelle Birrificio Italiano, qui ont fait des Pilsner, qui ont commencé à brasser des Pilsner, ça fait un bout de temps là, déjà, avec une approche un peu plus agressive sur le houblonnage. Puis, je voulais, c'est ça, c'était pour indiquer dans le fond un peu la méthode que j'avais brassé cette Pils-là. C'était vraiment inspiré directement de ça. Et puis d'une bière qui s'appelle Pivot de Firestone Walker ici aux États-Unis. Puis c'est ça, c'est carrément Pilsner avec une plus grande dose de houblon au brassage, deux houblonnages différents, deux houblonnages à froid différents, un en fermentation, un à la toute fin, avec des ingrédients européens, allemands. Ça va pas du tout dans les cordes des styles américains. Ça reste quand même une bière plutôt très accessible, comme Pilsner classique, mais avec une touche de houblon un peu plus présente. Puis c'est pas juste ça non plus. Là. Ça peut être interprété comme une bière super houblonnée que ça, mais c'est pas nécessairement ça. C'est aussi bien rond. C'est très, très malté. Là. La céréale est très présente. C'est bien balancé malgré le fait que
il y a beaucoup d'eau blonde qui a été utilisée au brassage et après. Tu sais. Donc c'est ça. Santé tout le monde. Oui, moi, malheureusement, j'ai pas pu l'avoir sur place. Oh, oui, c'est vrai, à cause... À cause du transport, malheureusement, je peux pas l'avoir, mais bon, j'ai pris une de mes coches, donc ça va faire la... Santé, je suis désolé que c'était pas possible. The World of Growlers. Alex, qu'est-ce que tu penses de cette bière? Tu sais, étant un grand fan de bière de soif, de lager puis de trucs houblonnés, ben, je te dirais que ça combine le meilleur des trois mondes. Très soif. Moi, j'aime beaucoup les trucs amers. J'aime ça, le côté, l'amertume, le houblon, belle utilisation. Du houblon, vraiment, c'est vraiment nice. Puis, on a dans la cuve juste derrière moi, on a une pilsner italienne aussi. Puis, oh yeah! That's it. Je vois qu'on a utilisé un houblonnage sensiblement pareil. Fait que, non, j'aime beaucoup ça, c'est très bon. Tout ce que j'ai bu de vous autres était très bon. Là. Je travaillais chez Avant-Garde avant, puis c'était sur le chemin du retour, puis j'arrêtais de m'acheter des crawlers. C'est dans la même ligne, c'est de soi, puis c'est bon, puis c'est vous autres, là, c'est très bon. Ouais, c'est cool. Je me souviens, Alex, c'est drôle parce que je pense qu'on venait d'ouvrir, puis on faisait juste du cruchon. Tu sais, Alex, c'est ça, il passait une fois de temps en temps, puis c'était cool parce qu'il parlait tu parlais, Alex, du développement de votre brasserie. C'est cool parce que moi, je venais juste de passer par là. Fait que parce que c'est intéressant. Puis pour la bière, je suis curieux. Toi, Alex, tu as brassé ça avec quel houblon? Moi, j'ai pris du Saphir. Saphir et du Pearl. Ah ouais, hein? OK. Wow. Nice. C'est tellement une perle. Ben, je répète perle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement un beau houblon, le Saphir. Là. Ah, vraiment. Je pense que c'est un très bon choix. Je pense qu'on ne peut pas se tromper. Là. Je suis d'accord. Ouais. C'est délicieux. Maxime, il va falloir que tu t'ailles à Hochelaga pour la goûter. C'est ça que je vais faire un tour, je pense, pour faire je suis dû pour aller à Montréal là, avec la pandémie. J'ai pas pu y aller beaucoup parce que d'habitude, je vais au EV puis je vais à un gros des shows à Montréal. Mais là, depuis la pandémie, la bière des microbrasseries montréalaises, il manque un peu, puis les shows aussi. Ça ferait du bien de faire une petite tournée de tout ça. Maxime, parle-nous de your brewer's story. Comment tu es devenu un brasseur? Je suis très intéressé. Moi, ma famille, on a une entreprise familiale en hôtellerie qui s'appelle le Manoir de la Couliane. Et puis, j'ai travaillé pendant environ 12 ans là-bas en tant que cuisinier. Puis, ça m'a comme... Bon, j'étais jeune, là. J'aimais bien la bière. Puis, en tant que cuisinier, j'avais une petite passion. Moi, je suis musicien, là, je suis guitariste. Puis, j'ai un côté artistique assez poussé. Fait que, avec la cuisine et tout ça, ça m'a donné le goût de faire ma propre bière chez moi à 18, 19 ans à peu près. Fait que j'ai fait ma bière chez moi dans mon garage. Puis après ça, ça a pris 3 mois. J'ai lâché le cégep aussi. Fait qu'après ça, je suis retourné temps plein au manoir. Puis j'ai décidé d'aller faire mon cours de brasseur à l'Institut Brassica du Québec. Puis à partir de là, j'ai comme déboulé dans ce monde-là. Puis c'est devenu une passion immédiate. C'est pas mal ça à cause de ça que je suis tombé là-dedans. C'est malade, c'est amazing. Alexandre, parle-nous de your brewer's story. Pourquoi tu brasses de la bière? Ben, je te dirais que quand tu écoutes des brasseurs parler, souvent ça part dans la même chose. J'aimais la bière, j'aimais triper dans des voyages de bière. Tu sais, avec mon partenaire David, on faisait des voyages de bière partout, que ce soit au Québec, la côte est, on se promenait pour trouver les bières, ça me faisait triper. On couvrait les releases, des trucs nouveaux. Tu sais, c'était beaucoup ça qu'on faisait. Puis, les deux, on travaillait. En fait, mon partenaire David et moi, on est amis depuis qu'on a 12 ans. Puis on a fait tous les niveaux d'école ensemble, le secondaire, cégep, l'université, pour travailler en agence ensemble. Fait que chacun de notre côté, notre bureau, on se regardait et on disait comme, OK, quelle bière on brasse en fin de semaine? Puis, on a dit, OK, ben je pense qu'on a plus un appel vers la passion que vers une job qui nous permet de faire notre passion la fin de semaine. Fait que, j'ai fait le saut, j'ai fait le même cours que toi, Max, à l'IBQ. Puis, toujours dans le but d'ouvrir Melon, j'ai travaillé dans plusieurs brasseries pour essayer de prendre de l'expérience puis avoir des bons mentors dans d'autres brasseurs qui auraient pu m'apprendre des trucs. Je voulais voir aussi
plusieurs systèmes, plusieurs styles différents. C'est pour ça que j'ai fait le Saint-Houblon pour voir vraiment un brew pub. J'ai fait Beauregard pour voir beaucoup de bière noire et de barricage. Puis après ça, j'ai fait Avant-Garde pour voir la constance, la qualité. Ah, c'est bon, ça. C'est Ouais, c'est cool. que je voulais faire pour ça. Puis depuis quelques mois, je suis chez Melon. C'est fantastique. Félicitations. Ah ouais, c'est cool. C'est un bon chemin. Je pense que l'apprentissage en brasserie, c'est the best. D'aller chercher de l'expérience, c'est primordial. C'est quoi la meilleure façon? Il y a des cours qui se donnent, puis c'est sûr que des cours intéressants, ça ouvre des portes, mais tant que tu n'as pas mis les pieds dans une brasserie, puis tu n'as pas fait un transfert, puis tu n'as pas mis une tri-clamp. Selon moi, le meilleur apprentissage, c'est sur place. C'est sûr. C'est comme en tournée. Puis surtout, le meilleur apprentissage, c'est faire les erreurs. Faire les erreurs, là, ça l'apprend tellement. C'est comme en tournée. Tu peux faire plein de choses en salle de répétition, mais une fois que tu es sur une scène devant un public, tu apprends toujours plus de choses, puis tu fais des erreurs que tu te souviens, puis you make sure it doesn't happen again. Toi, Jean-Michel, pourquoi es-tu un brasseur? Moi, dans le fond, ça a parti en 2011. J'étudiais en traitement de l'eau, puis je me cherchais un job d'étudiant, puis j'habitais à Saint-Henri dans ce temps-là. Juste à côté de ce que j'étais, il y a encore évidemment McCausland. Puis j'ai appliqué parce que je m'intéressais à la bière, puis tout simplement, je trouvais ça intéressant. Puis avec le lien avec le traitement de l'eau, c'était direct. Là, fait que, ils m'ont engagé, puis ça a vraiment parti là. Ça kickstart. Ça m'a accroché dans le fond carrément. J'ai jamais décroché. Puis après ça, j'ai continué un peu d'études en 2012. Puis en 2013, je suis arrivé chez Benelux à Verdun. Quand ça a ouvert, je suis devenu assistant brasseur là-bas avec Tico. Et puis ensuite de ça, j'ai fait quelques mois avec lui. Puis le Benelux ont ouvert une brasserie de production, la brasserie du Canal sur Saint-Patrick, juste à côté de Mésorem aujourd'hui. Là. Puis j'ai été là quasiment 4 ans, 4 ans et demi à peu près. En général, au Benelux, 4 ans et demi au total, pardon. Puis après ça, j'ai fait un peu de temps chez Brasseur de Montréal, temps partiel, brasser là-bas. Puis pendant ce temps-là, pendant que j'étais à Brasseur de Montréal, j'ai pris le temps de me concentrer sur le projet. Puis depuis 2019, j'ai travaillé temps plein là-dessus, là, sur le méthode. Malade. Je vous entends tout parler, being homebrewers, coming up with your recipes. What are the biggest challenges taking a home brew that has been perfected to the big scale of a brewery? C'est quoi vraiment les gros challenges de faire ça? C'est une très bonne question, Matt, parce que moi, des recettes de homebrew, avant de commencer professionnellement, j'en avais vraiment pas beaucoup. J'en ai continué après mes castings à la maison. C'est surtout mes castings qui me kickstart. Là. Puis c'est drôle parce que avec l'expérience que j'ai pris chez Benelux, j'ai appris là-bas à développer des recettes avant tout, avant de vraiment me concentrer sur des trucs à la maison. J'ai étrangement commencé un peu à l'envers des autres, du monde en général, je veux dire. Mais mes recettes, quand je commençais à les créer, c'est que j'avais déjà brassé des recettes du Benelux. Fait que j'avais un autre mindset. Là, je partais d'autres points de référence, si on veut. Là. Fait que moi, dans mon cas, pour du homebrew à du full scale de brasserie, je sais pas trop quoi répondre. J'ai pas tant de cue là-dessus parce que ça m'est pas souvent arrivé. Puis même au mythoïde, ça fait une vingtaine de bières à peu près que je fais au mythoïde. Puis des homebrew, des recettes que j'ai brassées à la maison, j'en ai juste 2 à date. Le restant, ça a été pas mal tout totalement nouveau de mythoïde, carrément. Puis ça, c'est surtout grâce à les années que j'ai faites dans des brasseries, puis même non pas de homebrewer, tu sais. C'est un peu spécial, mais c'est comme ça dans mon cas. Toi, Alexandre, je sais que tu étais un gros homebrewer avant. Fait que je sais qu'il y a des recettes que quand tu as commencé, Melon,
it was those recipes. Fait que parle-nous de how you scale things up like that. Oui, si vous venez au taproom, en arrière du bar, on a essayé de personnaliser un peu. On a mis plein d'artefacts, de trucs de notre vie de homebrewer. Puis il y a notre livre de recettes. Jamais, une recette que vous aimez, faites juste prendre le livre, vous allez pouvoir la prendre. Mais non, le scale-up, honnêtement, les premières, c'est les plus difficiles parce que tu ne connais pas ton système, puis tu ne sais pas l'efficacité, puis tu ne sais pas comment ça va sortir. Ce qui est difficile, surtout, moi, je pense, de mon point de vue, c'est que quand tu brasses à la maison, tu brasses un 20 litres. Fait que toute ton attention est tournée sur les 20 litres de bière qui sont là. Tu peux mettre autant de houblon que tu veux dedans, tu peux faire n'importe quoi avec. Quand tu grossis et tu fais plus de litrage, ben, tu sais, c'est difficile d'avoir autant d'attention que sur ta cuve, puis tu en as d'autres choses à faire. Fait que je dirais que c'est plus ça, c'est parce que c'est vraiment facile de contrôler une petite brasse, de mettre des millions de houblons, des millions de trucs dedans, tandis que quand tu grossis, c'est là que le contrôle qualité devient plus difficile, c'est là que les erreurs peuvent rentrer plus facilement en jeu. Fait que je pense que c'était plus ça, mais nous, on avait un livre de recettes, il nous en reste quelques-unes dedans qu'on va peut-être faire. Mais ce qui est le fun, c'est que je pense qu'on a tous des systèmes qui sont pas très gros, là. C'est que la flexibilité de pouvoir brasser des nouvelles recettes rapidement, puis de prendre le pouls un peu des gens qui viennent dans ton taproom, de dire OK, c'est ça que vous avez envie de brasser, c'est ça qu'on va brasser, quelque chose qui nous vient en tête comme la pilsner italienne, ça nous a tenté de brasser ça, puis on n'en avait pas brassé, puis on l'a fait. Fait que je pense que ouais, c'est ça, c'est un beau mélange de recettes qu'on avait à la maison, puis de qu'est-ce qui nous tente de brasser mardi matin. Ouais, c'est ça. C'est amazing. C'est tellement beau. J'adore. Toi, Maxime, homebrewing to the big thing. But before that, introduce us to this very special cool beer. Tu veux que je parle de la bière avant ou que je parle de mon... Non, on va introduire la bière, puis là, parle-nous de homebrewing to the big scale. Okay. Fait que la bière, c'est une bière qui est 100%, bière qui n'est pas 100% Simcoe. J'adore la levure Vike. Je trouve que ça amène vraiment des esters intéressants. Puis, j'adore ça. J'adore laisser une suspension de levure aussi dans la bière. Je trouve que ça laisse un côté de la levure présent dans la bière, ce qui, même si ce n'est pas, je veux que ça reste là-dedans parce qu'une Vike, c'est une Vike. Puis, Simcoe, j'ai mis. C'est pas une grosse, ce n'est pas full houblonné, genre que ce soit full green, mais je trouve ça très intéressant, c'est nice. Mais c'est la première bière que j'ai pu sortir dans le Bright Tank, c'est ce que vous avez ce soir. On n'est pas encore ouvert, là, mais fait que ça ressemble à ça. Là. Je la trouve quand même très intéressante, même ça. Yes! Ouais, hein? Straight from the tap. Ouais. Ah, c'est malade, ça. Première fois. 12 tables rondes. Première fois que le brasseur se sert du tap. Ouais. J'adore. La couleur est belle. La Mesa aussi, j'ai triché, c'était pas du growler. Oh, amazing. Ça ressemble à ça, là. Assez. Pas trop sucré, 5,5% d'alcool, pas trop fort, quand même creamy. Je trouve ça quand même nice, puis quand même avec une bonne buvabilité. Là. Je trouve ça quand même très intéressant. C'est smooth. La couleur est super belle. It smells amazing. It's really, really cool. It's not too, the Kvik doesn't overcome it. Doesn't taste wild at all. Like, très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Déjà, le Simcoe, c'est mon houblon aromatisant américain préféré, là, de tout ce qui se brasse. New England et compagnie, moi, c'est mon houblon préféré. Là, on en met dans trop de bière, je pense. Fait que, déjà là, tu m'as eu avec ça. Puis avec Vike, souvent, j'ai l'impression que ça amène des esters de saison. Fait que je l'utilise pas souvent dans des trucs donnés. Puis je pogne pas le côté saisonnesque de la Vike. Ça fait vraiment très New England. C'est très bon. Puis la couleur est magnifique. Je suis pas un grand fan de sucre, de trucs trop ronds. Des fois, on va y aller comme la bière qu'on a sortie, la 2x2. Il y a une rondeur quand même dedans, mais tout en a pas. C'est plus dans la sécheresse. Ça me rejoint plus comme haze, comme diraient certains. C'est vraiment très bon. C'est prometteur pour le lièvre avec des bois. Jean-Michel.
Moi, je suis d'accord avec Alexandre sur le fait que c'est sèche, puis ça me plaît aussi. Puis, tu sais, t'as le petit burn de houblon que tu retrouves souvent dans ce style-là, qui fit avec ce que tu as voulu faire, j'imagine, Maxime. Fait que ça a été réussi, là, l'espèce de l'effet du houblon frais, très présent, limite agressif là, de ce style de bière-là. Ça reste une épaule. C'est ça, c'est ça. Mais je suis d'accord avec Alexandre, moi aussi, j'aime le fait que ça soit sèche, puis ça reste pas. Ça sèche bien en bouche, puis ça reste pas trop. Ça troule pas dans la gueule. Là. Maxime, homebrewer to big scale. Moi, en ce moment, tout ce que je brasse, j'ai jamais. Toutes les recettes que je fais à chaque jour, j'ai écrit la veille. Ça ressemble pas mal à ça. J'ai pas eu le temps de brasser beaucoup de temps à la maison, là, parce que, tu sais, j'ai brassé 3 mois à la maison, puis ensuite, j'ai fait ma formation à Montréal. Donc, ça n'a pas été long, qu'après ça, j'ai arrêté de brasser dans des 23 litres. Là. Fait que, ensuite de ça, j'ai arrêté un peu le homebrew, parce que j'étais un peu débordé. Puis, en ce moment, avec l'expérience que j'ai pris, ben, je me sens apte à créer des recettes la veille, puis tester ce que je vais essayer, puis me faire du plaisir. Là. Ça ressemble à ça. It sounds like fun. Sounds like you're having fun, and that makes me happy. And it tastes delicious, so I'm very happy that I get to taste it. On va parler de commencer une brasserie pendant une pandémie. Quelque chose d'unique, quelque chose que d'autres brasseries n'ont pas vécu. Very tough situations, very tough constraints. C'était quoi les choses les plus difficiles, les moments, les obstacles? Je veux vraiment savoir, vous êtes déjà là, vous êtes rendu, you've opened, mais j'imagine qu'il y a eu des journées où est-ce que tu n'étais pas certain. Mais je veux entendre de ces journées-là. Jean-Michel commence parce que vous avez ouvert en premier. Oui, ben, je dirais qu'il y a eu que le stress. Le stress a été un facteur très important, évidemment. Puis l'attente. C'était beaucoup de stress, beaucoup d'attente. Puis éventuellement, ça menait à parfois des remises en question, dans le sens qu'il disait comme Carlis, j'ai fait un bon move d'ouvrir une brasserie, mais finalement, tu te convaincs que c'est hors de ton contrôle tout ce qui se passe. Puis, c'est ça, tu sais, nous, il faut dire au Moutarde, le projet était starté avant le COVID. Au Moutarde, quand le COVID a pété en mars, au Moutarde, les murs étaient montés, on venait de poser le gyps. Mais c'est tout, là, tu sais. Fait que tout a arrêté d'un coup sec. Puis là, c'était de savoir quand est-ce que ça allait repartir. C'était de se poser la question de quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir. Puis jusqu'où ça va nous mener, cette attente-là, ces délais-là. Puis tout l'argent perdu aussi, parce que on a des frais, des loyers, etc. à couvrir quand même. Là. Fait que ça a été, c'est ça, une bonne source de stress, beaucoup d'attente, puis parfois des remises en question. Là. Surtout, vous étiez dans une situation très rigide, that you're just a tap room, where people can come, drink, and then take away growlers. Exactement. Vraiment, there's no distribution. Tu n'as jamais pensé de faire de canettes. Tu n'as pas fait de canettes. C'est ça, puis... a different... c'est ça, puis parce que, tu sais, dans le fond, quand les chantiers ont rouvert au mois de mai et tout, ben on a évidemment fini le projet, même avec beaucoup de délais quand même. Là. Ça a continué. Là. Ça n'a pas reparti exactement comme ça a fini au mois de mars. Là. Ça a été long, ça a été un slow start. Là. Puis quand tout était prêt, dans le fond, là, que je puisse commencer à brasser, il me restait tellement plus d'argent pour investir dans quoi que ce soit, de l'équipement de canage ou quoi que ce soit, puis ou d'embouteillage. Puis, fait que là, la solution facile, c'est on s'est dit, bon, ben, on va essayer growler, tu sais, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Puis de toute façon, on n'était pas certain non plus à ce moment-là, tu sais, à l'automne passé, combien de temps ça allait durer, parce que malheureusement, tu sais, le gouvernement n'avait pas nécessairement de plan clair. Fait que qu'est-ce qu'on se disait, nous autres, c'est comme, bon, on est short dans le cash, on va y arriver avec le growler. Puis quand on a commencé aussi, c'est que le mois de novembre a quand même été bon. Il y a quand même eu un hype de nouveautés. Décembre, un peu pareil avec le temps des fêtes.
Fait qu'on s'est dit, ah, OK, c'est chill, le crawler, ça nous sauve, là, tu sais. Puis, mais là, quand janvier, février, mars est rentré, là, même avril, ça a fait assez fort. Puis, l'affaire, c'est que pendant ces 4 mois-là, de janvier à avril, on savait tellement pas quand est-ce que ça allait revenir, quand est-ce que les bars allaient rouvrir, que on était juste en attente. J'étais pas prêt à faire un move de faire venir le canning mobile et tout. Genre, oui, ça aurait pu se faire, mais on dirait qu'on attendait tout le temps le mois prochain. On était comme, le mois prochain, probablement que ça va être chill. Ça va s'améliorer. Puis, étant donné qu'il n'y avait pas de plan, on skiait tout le temps au mois prochain. Ça a juste drag on, puis on a juste continué avec le cruchon. Puis pendant ces mois-là aussi, on perdait de l'argent. Fait que ça a juste resté avec le cruchon. Puis finalement, on s'est rendu jusqu'au bout, jusqu'au mois de juin, puis on a survécu. Je suis très content que vous êtes encore en vie. Yes. Le community, les metal community et le peuple d'Hochelaga vous a supporté tout le long. Je suis très content que... Oui, la réponse a été bonne en général. Ouais. Absolument. Very, very cool. Alexandre, how did you get through the waiting, the waiting for equipment? Parle-nous de ton histoire de pandémie. Tu sais, il y a eu beaucoup de négatifs pour tout le monde avec la pandémie, mais on essaie de regarder le positif. Là, puis je vais revenir au positif après, là, mais une semaine avant que tout dégénère, on a signé le local ici. On a signé le local début mars, puis une semaine plus tard, ils fermaient tout. Puis on était pris avec un local quand tout fermait. Puis au début, on avait une incertitude totale, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Puis on avait un local qui était pris avec. On a réussi à négocier avec le propriétaire d'avoir un sursis COVID, mais tu sais, tout était signé, les prêts étaient enclenchés et tout. Ça a été comme Jean-Michel, ça a été retardé de plusieurs mois, il n'y a rien de budget, on ne savait pas. Puis un matin, la banque, elle nous a appelé et elle nous a dit écoutez, vous n'êtes pas en opération, vous n'avez pas d'employés, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, fait qu'on annule votre prêt et on le redistribue dans un fonds d'urgence. Fait qu'on avait un local, on avait plein de choses qui étaient amorcées, mais on n'avait plus d'argent. Zéro dollar. Fait que tout l'été, c'était quoi? C'était 2020. Ça a été vraiment tough comme été de penser que notre projet était mort, qu'on avait perdu probablement, tu sais, les plans d'architecte, vous le savez tous, mais les plans d'architecte, les permis à la ville, tous ces trucs-là, c'était fini. Tu sais, moi, le saut de carrière de marketing, qui est quand même assez lucratif comme carrière à homebrewer, assistant brasseur, des trucs comme ça, c'était comme vraiment un été de remise en question. C'était-tu un move de merde que en ce moment, j'aurais, comme tous mes amis, j'aurais un quadruplex, j'aurais fait des voyages dans les 4 dernières années avec ma blonde et tout. C'est ça qui était tough. Parce que ma blonde aussi, là, elle vivait le fait que j'avais pas un sou parce que je payais la brasserie ou des trucs comme ça. Finalement, on a quelqu'un à la banque Desjardins qui nous a pris sous son aile. On ne sait pas encore pourquoi elle est tombée sur notre chemin, mais elle est tombée sur notre chemin. Puis tout est reparti. On a pu repartir le projet. C'est ce qui m'amène au bon côté de la COVID. C'est qu'initialement, on faisait faire notre équipement en Chine. Puis quand on a recommencé à regarder les équipements, on a parlé à H&M à Bécancour qui font des équipements au Québec. Puis leur délai était meilleur que ceux de la Chine parce que tous les clients qu'il y avait à ce moment-là avaient annulé les projets. Donc on était le seul qui à ce moment-là. Fait que grâce à ça, on avait un meilleur délai avec eux qu'avec la Chine. Fait qu'on a fait bon, ben, on a pris tout fait au Québec. C'était notre rêve. On rêvait d'avoir un équipement fait au Québec, mais tout le monde pourrait le dire. Le coût beaucoup plus élevé, les délais qui sont le double de la Chine, ça ne marche pas pour beaucoup de gens parce que c'est trop cher et c'est trop long. Et nous, grâce à la pandémie, on a pu le faire. C'est comme ça que j'ai rencontré Max aussi. Max pourra en parler tantôt, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis ça a été le bon côté de la chose. Nous, on essaie de faire le plus possible de trucs au Québec, puis c'était impossible pour nous, puis là, ça l'a fait. Finalement, on a réussi à ouvrir le 1er mai quand les mesures commençaient à s'alléger. On est comme arrivé au bon moment. On voulait ouvrir l'été passé, là, on a quasiment 1 an de retard. On arrive au moment où tout le monde a soif, tout le monde veut aller sur les terrasses, tout le monde veut essayer de nouvelles choses. Le taproom est plein en ce moment, puis... That's it. Nice. J'adore. Maxime, Ouais, là, t'es là. You're about to open. Tell us about this crazy project. Nous autres,
Ça a commencé, en fait, j'étais à microbrasserie Le Bockel. Puis moi, je voulais faire mes affaires. J'étais un entrepreneur. J'ai toujours été un peu comme ça. Puis je voulais faire des bières brettées, des bières barriquées et tout. Fait que c'est surtout pour ça que j'ai voulu partir ma microbrasserie pour faire des bières de ce style-là, parce que c'est mes bières préférées. Puis ça a commencé en mars 2020. Pas mal pendant la pandémie. Puis on a commencé à travailler là-dessus. Puis on prévoyait ouvrir peut-être dans 2-3 ans, en 2020. Fait que, on n'était pas censé ouvrir cette année. Là. Puis on a rencontré un de nos actionnaires qui était emballé par le projet, puis que c'était lui qui nous a aidés pour avancer beaucoup le projet, mettons. Fait que une fois les contrats signés, ça a pris, mettons, 7 mois, puis là, ben, on ouvre dans 2 semaines. Malade. Ouais. Angels. Dans 7 mois, on a travaillé très fort, puis c'est ça. On est rendu ce qu'on est rendu là, on ouvre dans 2 semaines, puis on est très emballé de ça. Puis j'ai toujours aimé le monde brassicole du Québec. Puis les brewers du Québec, ils veulent tous s'aider. Puis je posais des questions à Alex, je pose des questions à plein de brasseries pour puis ils m'aident tout. Là. Je trouve ça le fun. Ça. Tout le monde s'aide, puis c'est malade. Ah ouais, c'est vrai. C'est une très, très belle communauté riche. Just like the metal scene. And I love that. Question un petit peu plus spicy, un petit peu plus difficile. J'ai parlé à plusieurs brasseries depuis le début de Vox and Hops. And il y en a plusieurs qu'au début, il y avait une vision pour leur brasserie. Et as the years went by, ils ont évolué cette idée-là. As an example, Buck Canada wanted to do Belgian beers. When they opened, that's what they had in mind. And now they're just doing mad, crazy, hyped haze, and they're doing, probably one of Quebec's best pastry stouts. Fait que, est-ce que vous allez rester sur vos mandats? Are you going to stick to your guns and be, for Melon and for Mutoid? Are you going to stick to your bière de soifs? Or are you going to deviate to meet the masses? And Maxime, I'm not quite sure exactly what your mandate is as of yet, but will you tell us what it is and will you stick to it? But first, as you think about this, Alexandre, introduce this beer. Toutes les bières chez Melon ont pas mal une histoire derrière elles. David et moi, qui est mon partner, puis nos 2 meilleurs amis, à chaque année, on fait un voyage. On va à Ogunquit dans le Maine. Et sur la route d'Ogunquit, on arrête à Stowe. Oh yeah. Et on va chercher les IPA les plus fameuses, peut-être les plus fameuses au monde, peut-être, je sais pas, mais puis, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu y aller. Et quand on a brassé cette bière-là, c'était vraiment avec les IPA vermontoises d'il y a 5-10 ans en tête. Les IPA vermontoises qui sont résineuses, qui sont dank, qui sont un peu amères, qui sont claires, en fait, qui sont zéro hazy. Puis les IPA, c'était le mandat qu'on s'est donné. Puis pas la grosse Eddie Topper qui décape le palais. Là. On visait plus sa petite sœur, la Focal Banger. C'était l'inspiration derrière cette bière-là. Tu sais, c'est pas les mêmes houblons, c'est pas le même malt, mais c'était ça l'inspiration. On s'ennuie du Vermont, puis c'était pour ça qu'on l'a brassé. Santé, tout le monde. Je pourrais dire, Alexandre, moi aussi, puis bien des amis, on s'ennuie pas mal du Vermont aussi. Là. Surtout quand tu habites à Montréal, c'est tellement facile. Là. C'est aussi long qu'aller à Québec. Là. Tu vas au Vermont, puis tu passes la journée là, puis tu fais des brasseries, puis tu reviens le soir même. Ouais. Je te filme, hein, Alexandre. Je pense que c'est la raison principale que pendant la pandémie, les IPA sont tellement meilleurs au Québec qu'avant la pandémie. Parce que tous les brasseurs were like, je m'ennuie des bières de Vermont, fait que je vais le faire moi-même. Question difficile. C'est vraiment bon, Alexandre, by the way. Excuse-moi, Matt. C'est délicieux, no problem. Ouais, c'est bon.
C'est malade. Ça se boit tout seul, puis Yeah. ouais. Le houblon, il est très bon. La balance est excellente. Je serais surpris d'apprendre qu'il y a du Simcoe dedans. Ah ouais? Tu l'as dosé en petite quantité, là? Ouais, ben, tu sais, nous, on dit on a fait des bières de soif. Fait que toutes les bières qu'on brasse, on essaie de les travailler dans le mode bière de soif. Fait que, tu sais, ça reste une bière qui est quand même une rondeur, il y a quand même un sucre et tout, là. C'était pas Ouais, exact. mais ouais, on n'a pas, tu sais, nos dry-ups sont jamais les plus gros, puis Ah, ça reste là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas qu'on n'aime pas les New England IPA, c'est vraiment juste parce qu'on avait envie de ça à ce moment-là. ouais, c'est parfait. Sheffield, Fait que 100%. ça, c'est ton mandat, Alexandre. Mais si il y a des line-up puis tout le monde commence à crier qu'il veut juste ça et d'autres versions de ça, est-ce que tu vas... Are you going to give in or will you stick true to your essence? C'est vraiment, je pense, la question que toutes les brasseries qui partent se font poser parce que il y a des brasseries qui sont parties depuis un bout, tu vois la trajectoire qu'ils ont pris. Il y a des brasseries qui sont stick to their guns, comme tu dirais. Je pense, tu sais, on est trop jeune pour savoir est-ce qu'on a du succès, est-ce qu'on va avoir du succès, est-ce qu'on va avoir une pérennité. C'est dur à dire parce qu'on a 3 mois, même pas 3 mois. Mais en ce moment, ce que les gens nous disent, c'est vous ne faites pas la même chose que les autres. Vous avez une signature qui est très de soif, puis on adore ça. Puis nous, on a parti une brasserie parce qu'on aimait boire des bières d'un certain type avec du monde, puis avoir des bons moments, puis on aimait partager des bons moments autour de bières qui étaient faciles à boire. C'est ça qu'on pouvait. Puis, honnêtement, je pense pas qu'on va se pervertir. J'ai 2 ans de page parce que je suis en meeting, c'est ça. C'est mon père qui veut me dire allô, mais. Ouais, il peut se dire, viens dire bonjour à tout le monde mondial de la bière. Mon père qui ne savait pas que j'étais sur Zoom. Salut! C'est difficile à dire où est-ce que les modes du marché vont aller. Mais actuellement, on ne suit pas tellement les modes, on suit plus ce qu'on a envie de brasser, puis on croise les doigts vraiment fort qu'il y a des gens qui vont avoir envie de boire ce qu'on brasse. Mais pour répondre à ta question de façon non politicienne, non, je pense pas qu'on va se pervertir parce que nous, ce qu'on aime, c'est les bières de soif. Je pense qu'on est dans le bon quartier pour répondre à cette demande-là. Les gens de Rosemont, les gens de Villeray aiment les bières de soif. Puis il y a des gens qui font très, très bien le haze, le trend et tout ça. Puis on n'est pas les meilleurs pour ça. Fait que non, notre but, c'est pas de se pervertir, notre but, c'est de se perfectionner dans les bières de soif. Je suis très content avec ta réponse. Jean-Michel, quand j'ai rentré à Mutaïd pour la première fois, il y avait du musique métal qui jouait. J'étais comme, I'm home. I'm home. Ouais, c'est ça. Est-ce que, are you going to stick to your guns, de continuer de faire des bières de soif, d'avoir une ambiance métal, ou est-ce que tu vas tout changer ça pour un trendy hipster bar? Non, vraiment pas. Puis, tu sais, pour parler de bière, au niveau des bières, là, c'est que, tu sais, c'est ça. Comme Alexandre disait, à la base, ce que j'aime boire, c'est des bières qui goûtent la bière, qui goûtent la céréale. Tu sais, c'est inconditionnel, mais il faut que ça goûte la céréale. Puis aussi, c'est que, tu sais, ici, au Mutaïd, on a une réalité, c'est qu'on est un pub. J'ai fucking pas d'espace pour faire que ce soit du gros wild ou du gros barrel age pendant un an. J'ai fucking pas d'espace. Puis, l'essence de la place, c'est d'être un pub, taproom, puis d'amener, de faire venir les gens avec leurs amis, faire passer des bonnes soirées à boire des bières, puis pas juste une, puis d'avoir du plaisir, tu sais. Puis c'est la réalité. Le pub est fait pour ça, puis je vois pas comment on pourrait changer de vocation. Je peux te confirmer, Matt, puis à tous les autres, que la musique ne changera pas. Ça va rester la même ambiance, puis ça fait partie importante du projet, puis pareil pour les bières. Fait que non, il y a pas, je vois pas comment notre vocation peut-être changerait, mais en même temps,
je me ferme pas les portes à avoir du fun puis d'essayer des affaires. Parce que qu'est-ce qui est cool quand tu as un pub, c'est que tu peux faire des batchs. Là, surtout ici, moi, je fais du double batch, mais je peux aussi faire des single batch puis juste remplir un fermenteur à moitié. C'est pas l'idéal pour certains styles de bière, mais je peux quand même essayer des styles moins populaires puis de finir avec une demi-batch puis la sortir quand même, puis pas être pogné avec pendant des mois. Fait que, mais tu sais, si on parle des bières hype, là, je pense pas que je fais des demi-batch, je pense que ça serait des full batch. Mais ce que je veux dire, c'est que je ferme pas la porte à des fois pour le fun, essayer des trucs un peu plus intenses, que ce soit au niveau du houblon, là. Ben, surtout au niveau du houblon, parce que tu sais, des trucs de smoothie, puis tout, j'en ferai jamais. Ça, c'est officiel. C'est juste pas. No smoothies. C'est juste pas la vision que j'ai de la bière, tout court, là. Puis c'est ça. Mais c'est ça. Fait que oui, les bières vont rester dans des styles classiques, faciles à boire, des bières qui goûtent la bière. Puis c'est ça. Malade, malade. Maxime, c'est quoi ta vocation? What is Jackal Hop? Jackal Hop, comment je dirais ça? Nous autres, on est en terre agricole, OK? Fait que ça complique les choses quand même pas mal. Fait que on va pousser, cette année, on pousse notre torche pour l'année prochaine, au complet. On pousse à peu près 50 tonnes d'orge. Fait que on va faire, on va le mettre, c'est ça. Comment je dirais ça? On va voir ça, puis on va faire notre bière avec notre torche, c'est cool. Je trouve ça vraiment nice. Puis notre but cette année, c'est de. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas vendre ce qu'on ne produit pas. Fait qu'on ne peut pas avoir une bière de notre micro, peu importe. Fait que tout ce qu'on fait sur place, on le vend, puis on ne peut pas vendre rien d'autre. Ce qui fait en sorte que, on va faire des styles pour tout le monde. Moi, j'adore les saisons, les pilsners, les grosses lagers, les grosses brettes, ce qui est barriqué. Je vais faire des stouts impériales. J'adore les bikes. Ça va ressembler à ça, mais je vais varier beaucoup. Je vais faire ce que j'aime, dans le fond. Fait que ça va ressembler à ça. C'est un amalgame de plein de choses, de faire des savoirs, mais c'est un peu compliqué, nous autres. Là. En même temps, dans la terre agricole, là, on a beaucoup de complexité, puis c'est ça. On s'adapte avec ça. Je suis très excité pour toi, Maxime. C'est comme le début, you have like a blank page in front of you. Nobody knows what's going to happen, and I'm in your corner. Je suis excité de voir ce qui se passe pour toi et je vais être là pour toi. Je suis très excité. Vous avez tous eu quelque chose de volé de vous. Your launch. The ideal launch. Un vrai party d'ouverture. If you could have done it, what would it have been like? What would it have looked like? If you could have done a true opening with no restrictions, what would have that party been like? Maxime commence avec toi, c'est bientôt. Ça vient juste de se passer. Fait que what would you have done if you could have just had anyone and everyone there and pulled out all the restrictions and the virus didn't exist anymore and you could just have a launch? Ça a été vite. C'est avec les restrictions de COVID. Ah, OK. Et puis là, il n'y a pas de restrictions si tu peux faire une ouverture sans restriction. C'est beau, Matt. En plus, ce qui nous autres qui est compliqué, c'est qu'on peut pas vendre ce qu'on n'a pas produit, mais on peut pas vendre de bouffe, on peut juste vendre notre bière. Donc, c'est assez complexe. Fait que, ce qui fait en sorte que si, admettons, même s'il n'y avait pas la COVID, oui, on aurait plus de place à l'intérieur. On a beaucoup de place à l'extérieur, mais pour vrai, ça ne change pas si grand-chose que ça parce qu'on n'a pas de nourriture. C'est assez compliqué, mais en ce moment, je sens que la COVID s'en va tranquillement. Puis, nous autres, on va voir bientôt. Fait que ça fait en sorte que le monde sont enjoués de pouvoir venir au Jackal Hop puis de vivre cette expérience-là. Puis ils ont hâte de venir beaucoup. Là. Fait que, ils sont très excités, mais c'est ça.
Mais quand même, le monde peut en venir, puis commander des restaurants qui sont proches, puis amener ou bien leur sushi, leur stock pour manger. Là. Fait qu'au lieu que ce soit apporter votre vin, c'est apporter votre bouffe, puis vous buvez notre bière. J'adore ça. Alexandre, you just opened. Si tu pourrais faire un real launch, what would it look like? C'était quoi tes rêves qui ne se sont pas passés encore? Tu sais, moi, je considère qu'on a été chanceux par rapport à toi, mettons. Michel, là, tout a été ouvert en pleine pandémie, qu'il n'y avait aucun lousse. Nous, on a ouvert, puis on a eu le droit d'avoir des gens qui venaient en take-out, puis on a été chanceux. Ça a été quand même assez cool, dans le sens qu'il y a eu des gens, il y a eu pas mal de trafic, c'était plein. Ça a été cool. On a eu personne assis en dedans. Ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu avoir. C'était des gens assis qui boivent la bière en fût, parce que la bière est brassée chez nous, puis je pense pour toi aussi, Jean-Michel, pour être bu en fût, là, pour être bu assis aux tables. Ouais. Tu bois les cuves au bord, tu bois la bière dans ton verre, des cuves en arrière. C'est ça le mind d'un taproom, c'est la bière que tu bois a été brassée à 5 mètres de là, puis le gars qui t'assert, ben, c'est lui qui l'a brassé la semaine passée, ou il y a un mois, whatever, tu sais, c'est ça le mind. Fait que moi, l'ouverture idéale, il y aurait eu des gens assis. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit band local qui fasse de la musique. Que ce soit les Clay and Friends de ce monde, ou peut-être qu'on a moins une classe métal, mais tu sais, Christophe aussi, ça aurait été cool, mais on a moins un petit band smooth à la Clay and Friends. On aime beaucoup les louanges, puis on a fait une bière avec un nom de ses tunes, puis il est venu la boire, il l'a aimé. Puis ça a été... c'est cool, hein? C'est cool ça. On aurait aimé ça. C'est un petit band que un petit band. Les louanges, c'est quand même assez gros. Puis Clay Friends aussi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Musique locale, bon assis qui bouffe, un petit. Nous, comme Max, on n'a pas de bouffe. Fait qu'un petit. Un camion de bouffe, là, street food, quelque chose de même. Ça aurait été ça l'idéal. Ça aurait rien été trop, ça n'aurait pas été pompeux, ça aurait été facile, ça aurait été de soif, là, comme tout ce qu'on fait, mais il y aurait eu des gens assis qui boivent des Toi, Jean-Michel, c'était difficile, mais ça s'en vient for the 1-year anniversary. J'espère you can get to relive your ideal opening. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de restrictions, ça serait nice. Là. Mais c'est ça, l'ouverture idéale, ça aurait été, c'est quand même simple. Là. Ça aurait été une salle intérieure pactée avec une terrasse pactée. Au début, on prévoyait ouvrir à l'été 2020. Fait que ça aurait été un bon timing pour avoir une terrasse remplie avec des gens à l'intérieur aussi. Puis ça aurait été un peu comme présentement, qu'est-ce qui se passe en ce moment, au moment où on se parle, ça aurait été de la musique qui blast, puis il y a des gens qui ont du plaisir. Puis là, la seule chose en ce moment, c'est qu'il y a moins de gens que peut-être qu'on espérait là, à cause des restrictions, évidemment. Fait que moi, ce que j'aurais vraiment préféré, là, l'ouverture idéale, ça a été ça. Ça a été un bon jam-pack avec du gros depth qui joue. Tu vois le genre, là, vous voyez le genre comme des peintes qui se coulent à profusion, puis du fun. Là. C'est vraiment ça. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. On fait ça, cette table ronde pour le Mondial de la bière. On va parler du Mondial. Moi, je me souviens de ma première fois au Mondial. Est-ce que vous avez des souvenirs du Mondial de la bière que vous voulez partager? Oh boy. C'est dur d'avoir des souvenirs du Mondial. On déguste la bière au Mondial. Ouais, c'est bon. Moi, malheureusement, j'ai aucun souvenir. J'étais un peu jeune. J'avais pas le temps. C'était comme l'événement de bière. C'est un événement qui est gros, puis il y a des petits événements qui ont créé satellites partout au Québec, mais initialement, c'était l'événement de bière. C'était l'événement où tu allais et tu essayais des trucs que tu ne pouvais pas avoir actuellement. C'est ça le souvenir que je garde de cet événement-là. Ça fait un petit bout que je n'ai pas été parce que je suis occupé, je pars d'une brasserie, à la vie suit son cours, mais initialement, c'était l'événement de bière qu'on attendait à chaque année. Tous les petits verres accumulés, puis des trucs comme ça. Non, c'était vraiment des bons moments. Puis beaucoup de bonnes bières. Sur beaucoup. Et sur bon. Jean-Michel, des souvenirs ou
Ben, moi. Les souvenirs perdus du mondial. Moi, je vais t'avouer que moi aussi, souvent, comme Alexandre disait, c'est des procédures d'avoir des souvenirs, mais moi, je me souviens que les premières fois, c'était, bon, c'est quand la première. Je me souviens plus si la première fois que j'étais au mondial, je brassais pour mes Caslin ou non. C'est pas clair dans ma tête, là, je m'en souviens plus, là, en 2010-2011. Mais moi, ce que je me souviens très bien, c'était la découverte. Ça m'avait fasciné à quel point il y avait différentes bières disponibles, différents styles qui existaient. Tu sais, à ce temps-là, j'étais comme fasciné. Là. Je me souviens que les kiosques m'ont marqué. Il y avait OpenStart, là. Ça m'avait vraiment marqué. Puis à quel point je trouvais ça vraiment bon. Puis c'est drôle, mais Benelux aussi. Les kiosques Benelux étaient nice. Puis je me souviens des IPA du Benelux à l'époque, là, dans ce temps-là. C'était cool, là. C'était une espèce de référence là, pour l'IPA, puis saison aussi, OpenStart aussi, évidemment. Puis quand j'ai commencé au Benelux en 2013, j'étais fucking content. J'étais comme, oh yeah, c'était une bonne. J'étais content d'embarquer avec le Benelux, puis les bières qu'ils faisaient, puis d'apprendre ce qu'ils faisaient. Ça. Fait que, pour moi, c'était pour revenir à la question, pour moi, le mondial, les plus beaux souvenirs que j'ai du mondial, c'est surtout dans les débuts, c'est les découvertes. Parce qu'avec les années, je me suis rendu compte que les festivals, je ne trouvais pas tant que ça, finalement. Mais c'est ça. C'était vraiment la découverte. Mais moi aussi. Gare Windsor, dehors, déguster des bières. Ça, c'était nice. Ça, c'était cool, Windsor. J'ai vraiment aimé ça. Je me souviens de regarder les édifices, d'avoir du monde, des bières de partout, des bonnes bières. C'était un très beau moment. Ouais. On va continuer avec ma sélection. Oh yeah. Pour ce soir, this is from Brutal North America, Cryptopsies Beer. C'est la bière, le collab pour mon groupe de musique with Kanawaki Brewing Company. J'adore ce que Drew fait. Il y a une histoire drôle à propos de ce nom de cette bière. Elle a été créée en tournée très tard un soir avec le groupe de musique. On aime ça penser à des collabs, des noms de collabs. On a une chanson qui s'appelle Cold Hate, Warm Blood. Fait qu'on a dit, ça serait très drôle de faire un hazy avec de l'orange sanguine. So it's Cold Haze, Warm Blood. Yeah. Puis on a déjà fait un collab avec Kanawaki avant, puis c'était 4,8% Pilsner Supremacy. Tous nos fans étaient fâchés parce qu'il n'y avait pas assez d'alcool. Fait que cette fois-ci, on est allé intense pour eux. C'est un 8,5%. Double New England avec de l'orange sanguine. Santé tout le monde. Cheers. En tout cas, on est tout de suite, on sent l'orange en partant. L'orange sanguine à côté. Woo! That's a mad haze. Cheers. Étais-tu là quand vous avez brassé avec Drew? J'étais là pour la brasser, oui. C'était vraiment le fun. Je n'étais pas là pour l'encanage, malheureusement. Mais je suis allé au launch quand on a lancé la bière la semaine dernière. C'était vraiment le fun. C'était vraiment cool. It's a cool beer. C'est l'orange sanguine, le jus d'orange sanguine apporte un petit astringency, mais pas trop. Yeah. C'est vrai. Non, absolument. Je suis d'accord avec toi, Matt. Question pour toi, Matt. Là. Oui. Toutes tes bières que tu as faites pour ta tournée là, avec toutes les bands, puis... Est-ce que tu étais là à chaque brassage? Ou, Non, j'aurais aimé ça, mais je travaille temps plein. Je fais beaucoup pour Vox & Hops, mais j'ai un job temps plein. Fait que c'était pas possible. Mais j'aurais aimé ça. Il y a beaucoup de beaux mondes que j'ai rencontrés grâce à Brutal North America. Puis j'ai très hâte de les rencontrer face à face et non face à un écran. C'est clair. Félicitations, man. Je trouve ça malade. C'est comme si c'était une tournée d'un vrai band, genre, mais pour la bière. Genre, je trouve ça secret. Merci. C'était important de créer quelque chose
pour les musiciens, pour des brasseries, pour faire des interactions avec leurs fans, puis de la bière. It's the best kind of way. On va parler du métal, justement. On va commencer avec JM. You're an avid metal fan, je le sais. Vox and Hops Alumni, on a déjà parlé de ça ensemble sur un épisode de Vox and Hops. Parle-nous du métal. Pourquoi il y a du métal qui joue à Mutoïde? Why is it a part of your essence? Ben, pour vrai, Matt, puis tout le monde, c'est juste... c'est fucking simple. C'est que c'est la musique que j'écoute tous les jours. Puis la musique aussi, Alex et Émile, nos deux partenaires qui roulent le Mutoïde. C'est ce qu'on écoute tous les jours, puis on fait juste écouter ce qu'on écoute, puis on veut juste créer une vibe différente sur la scène Brewpub à Montréal, puis au Québec. Puis c'est vraiment juste ça, honnêtement. Puis il n'y a aucune autre explication que d'écouter ce qu'on aime, puis de faire ce qu'on aime, tu sais. On pousse pas rien, on met ce qu'on a envie de faire jouer en temps et lieu, puis ça peut varier de style en style. On n'est pas, on est vraiment open sur tous les genres de métal qu'on met. Puis overall, c'est ça, c'est juste c'est qu'on écoute. That's it. C'est simple que ça. J'adore. Maxime, tu avais dit que tu allais au Heavy Montreal avant. Tu as mentionné des spectacles. Parle-nous, it sounds like you're a metalhead. Moi, dans le fond, j'ai toujours été un peu guitariste. Ben, pas un peu. J'étais guitariste. J'étais parce que la passion de la bière a pris le dessus un peu. Là. Puis, je vais c'est d'habitude, à chaque été, j'allais à tous les gros festivals de métal. Puis, j'étais un gros métalleux, là. Je marche pas mal. Là. Puis j'adore ça. Tu sais, je te vois aller, là, je tripe bien raide. C'est un gros seigneur comme toi. Là. Ça me fait capoter de se lancer dans Vox and Up puis faire une tournée de bière avec plusieurs microbrasseries, avec plusieurs groupes du Québec, ben nord-américains. Je trouve ça merveilleux. Moi, je trouve ça malade. Ça m'inspire beaucoup maintenant. Ah, mais merci beaucoup. Je suis très content. C'est quoi des bands que tu écoutes? C'est quoi ton band metal préféré? C'est bon. Mettons, mon gros band, c'est Slipknot. Okay. Mais après ça, tu vois, Lamb of God, Death. Continue là, Burzum. Je vais quand même dans le gros deep, là, mais tout dans ce range-là. J'aime tout. Je peux aller dans Pink Floyd, je peux aller dans tout son petit country puis du rap français. Pas capable. On va se voir Megadeth, Lamb of God. Lamb of God. Megadeth, Lamb of God qui s'en vient cet automne. Trivium. Yeah. Oui, c'est ça, Trivium. Yes, oui. On va se voir là. Alexandre, quand tu m'as invité au Melon pour la première fois, tu m'as dit je suis vraiment pas un métalleux. J'espère que ça va bien aller. Je dis, ben oui, ça va bien aller. J'écoute plein de musique. Est-ce que tu as une expérience avec de la musique métal? Des amis qui l'ont écouté, des amis qui ont essayé de te try to make you a metalhead? A funny anecdote about metal music. Ben, tu sais, c'est drôle parce que j'en écoute plus vraiment parce qu'on écoute de la musique vraiment groovy puis d'ambiance chez Melon. C'est ce qu'on écoute aussi en brassant, là, mais quand un des bands, en fait, le band que j'ai écouté le plus dans ma vie, puis là, vous qui êtes des vrais métalleux, vous allez dire que c'est pas du métal, là, mais je pense que c'est ce qui est bien du métal, c'est que c'est inclusif. Tout métal est du métal. Fait que, moi, c'est Dream Theater. J'ai écouté du Dream Theater. Of course. Dude, of course. Ben oui, c'est sûr. J'ai été voir Dream Theater en show. J'ai écouté beaucoup de Dream Theater quand j'étais adolescent. C'était le band préféré de mon frère. Puis je voulais être avec mon frère. On est allé voir des shows ensemble. Puis, Early Dream Theater. Hein? J'aime beaucoup le Dream Theater au début, là, parce que c'est... Ben oui. Stream of Consciousness, c'est la chanson que j'ai le plus écoutée dans ma vie. J'avais un petit un MP3 de 64 megs. J'avais, à cause de cette chanson-là, une chanson dessus.
Parce que Il y a 16 minutes, je pense, c'est 16 minutes, 13 minutes, oui. je l'écoutais en boucle, je l'ai écouté tout mon secondaire, je pense que c'était 2, 3, 4, j'écoutais juste ça en revenant de l'école. Puis j'ai vraiment trippé sur ce métal-là. Puis j'ai arrêté d'en écouter après parce que j'ai plus drifté vers les trucs groovy, puis le funk, les trucs comme ça. Mais j'aime beaucoup le métal. Puis quand je travaillais chez Avant-Garde, Kevin, qui a déjà travaillé chez Messerem aussi, ben Kevin est dans un band métal. Fait que j'ai écouté ces trucs, puis j'étais comme, honnêtement, je suis sûr que c'est bon. J'ai de la misère à comprendre parce que je connais pas du tout. Mais je suis toujours curieux, puis je veux toujours en écouter des trucs différents. Ce que j'aime de la musique, c'est que toutes les musiques sont différentes, toutes les musiques mènent quelque part. J'aime vraiment ça. Il y a quelque chose, un message qui véhicule, j'aime vraiment ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'un tout nouveau style qui est super populaire, qui sont basés sur Dream Theater, but they're super groove orientated, like Polyphia and Covet. Je vais te faire un playlist, je vais t'envoyer des choses. C'est comme groove, it's cool, mais c'est l'essence de virtuoso, guitarist, musicianship. C'est vraiment très, très populaire maintenant. Yeah, fait que, Et quand je parlais de Dream Theater avec des puristes du métal, ils me disaient ah ouais, mais il n'y a pas d'émotion, c'est trop des virtuoses pour avoir de l'émotion. J'ai comme, moi, ça me faisait vivre de l'émotion. Moi, j'aimais ça. Ah, oui, ben oui, exact. On est déjà à la fin. On va prendre un petit moment pour faire du self-promo. Qu'est-ce qui s'en vient? Des choses excitantes. Qu'est-ce que tu veux parler aux gens? C'est ton moment, your little spotlight. On va commencer avec Alexandre from Melon. What does Melon have coming up? Ben là, en juillet, on a eu quelques festivals. On a été à Bière Garden puis au Festibière de Gatineau. Mais sinon, ce qui s'en vient, on a reçu beaucoup de barriques. On a 2 foudres, on a des barriques, on a fait un chai en arrière. Fait qu'il va y avoir beaucoup de choses en barrique qui vont venir en prochaine année. Puis on a lancé une bière qui est une bière au concombre et au melon d'eau. C'est très expérimental, mais la réponse est super bonne. Fait qu'on va aller vraiment dans une direction expérimentale, de trucs de soif un peu différents pour tout ça, les trucs expérimentaux de soif, des barriques, des événements sporadiques. C'est ça qui s'en vient. Très excitant. Maxime, tu viens d'ouvrir. Qu'est-ce qui s'en vient? What can people expect? On n'a pas encore ouvert. On n'a pas encore ouvert, mais ça s'en vient. Qu'est-ce qui arrive? Ben, j'ai un peu dit tantôt, là, mais après l'ouverture, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire de la grosse brette. Là. En ce moment, on fait pas, on n'a pas de barricage parce qu'on manque d'espace un peu, mais on va trouver des moyens pour en avoir. Puis les foudres vont arriver, un peu comme Alex, les foudres, les barils vont arriver. Puis, je suis un peu cette saison aussi, beaucoup, là, saison brette, là, j'adore ça. Là, puis, funker un peu, trahir un peu même, c'est brettes avec les agrumes, un peu les fruits, mettre, mettons, faire un style cric, mais non québécois, non belge. Faire ces styles-là, c'est ce qui va s'emmener, faire des sortes impériales classiques en fil de whisky et tout. Là. C'est ce qui va s'emmener, mais en ce moment, on n'est pas ouvert. Fait que ce qui va, quand on va ouvrir, il va voir ce qu'il va avoir. Puis après ça, ben, on va développer tout ça. On est là avec toi. On est là avec toi, Maxime. On est bien excité je suis bien excité de tout ça, puis je fais ce qui me tente. Là. C'est ce que je fais en ce moment. La veille. Tout ce qui se passe la veille, c'est ce qui se passe là. J'adore. Jean-Michel, qu'est-ce qui s'en vient pour Mutoïd? Pour Mutoïd, ça va être une réponse un peu vague, là, mais c'est des projets, enfin. Je te dis ça, enfin, des projets, parce que ça fait 1 mois qu'on est ouvert au public, là, la salle pré-terrasse environ. Donc là, on peut, bientôt, je vais pouvoir commencer à penser à des projets parce qu'on va avoir plus d'argent, tout simplement, plus de cash flow. Fait que ça va être des projets, que ce soit food chain. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de place ici, mais comme au moins un projet dans ce sens-là. Puis peut-être aussi de l'équipement pour faire des bouteilles, des petites batches de bouteilles. Really? Ouais.
Oh, Fait que cool. ça va être ça. Fait que c'est ça. C'est juste des projets parce que depuis le début, là, depuis l'Halloween 2020, depuis qu'on a ouvert, j'ai dû me restreindre à brasser des batchs, puis mettre ça en fût, puis mettre ça en growler, that's it, là. Mais là, évidemment, c'est la base du projet, mais là, bientôt, je pense que je vais pouvoir pogner un petit step de plus dans des projets. Là. C'est des projets qui s'en viennent d'une taille. Très excitant, mais tu as oublié un très gros projet, Jean-Michel. Ouais. Ah! Ben, ça en fait partie, Matt. Ça en fait partie. Si on se rend je veux dire, si les bars restent ouverts au mois d'octobre prochain, on va célébrer les anniversaires en commun, toi et moi, Matt. Oui. Nous autres, toi et toi, Mutoïde et Vaxenox. Petit collabo avec le fermenteur. Oui. Ça s'en vient, mais à l'automne. Ça s'en vient. Octobre. On travaille présentement. Je vais en parler justement. Ça s'en vient. Ça va s'appeler Ale of the Fathers. Puis c'est vraiment basé sur, pour faire un hommage au groupe de métal bands, des groupes métal québécois. Puis ça va vraiment couvrir des années 80 jusqu'au présent. Fait que ça s'en vient, ça va sortir fin octobre. C'est un gros projet. On discute, je pense, depuis décembre dernier. Je suis très excité. Ça vous donne un petit indice à qu'est-ce qui s'en vient. C'est vrai. Yeah. Pour moi, je prends un mois de congé. À août, pas d'épisode de Vox and Hops. C'est le premier mois que je prends de congé pour le balado since I started in October 2018. Ça va être du bon repos. Tu vas me voir souvent, Alexandre, je suis certain. Et toi aussi, Jean-Michel. Et toi aussi, Maxime. I'm going to come around and hang out with some people and enjoy life, metal, and craft beer on my own without releasing the conversations for everyone else to listen to. Mais en septembre, je reviens en full force avec un épisode par semaine versus 2 parce que je vais garder du temps pour travailler d'autres projets. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Pour Vox and Hops, ça s'en vient assez vite. Je suis excité. Je vais juste prendre un petit moment pour laver nos verres. Et en fait, je vais juste entendre vos commentaires sur Cold Haze, Warm Blood. Qu'est-ce que vous pensez? On n'en a pas parlé vraiment. Ouais. Moi, je trouve, Matt, que l'orange est très, très, très présent. Je trouve que l'orange a pris un peu le dessus. Puis, c'est ça. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est ce qu'ils aiment. C'est quand ils vont chercher des bières avec des fruits ajoutés. C'est excellent. Donc, moi, je pense que c'est l'orange qui prend le dessus, puis c'est l'hier que tu vas goûter de l'orange. Toi, Alexandre? C'est vrai, ça amène un petit côté tangy, un petit quelque chose qui marche bien qui vient couper aussi, c'est une double NEPA, fait que c'est fort en alcool et tout, puis ça vient couper dans l'alcool, dans le sucre, tout ça, puis ça vient. Non, ça fonctionne bien. Comme dit Jean-Michel, quand tu sors une bière avec un fruit puis que ça goûte pas ce fruit-là dans le take, tu vas avoir souvent des critiques. Je pense que vous n'aurez pas ce problème-là avec cette bière-là. Yes. Maxime? Oui, je suis d'accord avec Alex. On a beaucoup l'orange sanguine, qui est important parce qu'il est inscrit, mais aussi ce que je trouvais pendant la discussion, je trouvais ça intéressant parce que l'orange sanguine, d'après moi, ils ont mis ça parce que la sanguine, ça représente un peu le métal, tu sais, le sang, un peu le métal et tout. Et je trouvais ça intéressant qu'ils mettent ce fruit-là là-dedans parce que ça représente le métal puis ça représente Voxena. Je trouve ça très nice. Puis c'est fruiteux, mais je trouve ça quand même équilibré, malgré tout. Mais le petit côté sûr, quand même, qui embarque plus qu'une NEPA normale. C'est quand même très intéressant. On lève nos verres pour l'équipe du Mondial. Yeah. Carole, Janine, Marilou, un grand merci pour avoir organisé cette table ronde. C'est toujours un plaisir de faire ces tables rondes. Ça fait une année déjà que je fais ça. C'est vraiment spécial d'être avec vous. I love it. On va se croiser au Mondial
dans le futur, on va boire des bières, on va déguster. J'ai bien hâte. Merci d'avoir passé ce temps avec moi ce soir. Yes. C'est toujours un grand plaisir. Ben oui, pareillement. Merci, Matt. Merci, Alex. Merci, Maxime. Yes, merci les boys. On va faire un petit cheers à la fin. Je fais une face bizarre. Je vous invite de faire la même, mais c'est à vous de décider. Oh, OK. Thank you, guys. Cheers, everyone.